Quand on avait commencé à mettre en place la chaîne en 2019, on avait dit qu'on ferait des critiques donc, de cinéma, enfin de films, de séries. On allait parler aussi des jeux vidéo, mais pour l'instant les jeux vidéo on le met plutôt Ça, de c'est pas côté. fait. Voilà. Et du coup on s'est dit que ça serait sympa aussi d'ouvrir la chaîne, c'est-à-dire sur un nouveau concept, sur la lecture. Donc le but ça serait, par exemple on choisit un livre tous les trois et on en fait une critique. Voilà. Ou alors peut-être des fois ça pourrait être le même livre. Donc là Guillaume qui est nouveau sur la chaîne qui sera certainement avec nous plutôt pour la lecture, mais il y aura aussi l'autre Guillaume que vous connaissez pour les critiques cinéma qui fera aussi partie du club. Donc ça sera en gros une critique sur certains livres qu'on aura choisi. Voilà, donc ça sera peut-être un livre chacun, des fois ça sera le même livre. Et voilà, on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée afin de changer un petit peu aussi. Voilà, donc pas d'inquiétude, on continuera quand même nos critiques cinéma. Mais là on s'était dit, pour cette nouvelle année, on va aussi ouvrir la chaîne à la lecture. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir un peu de nos habitudes, puisque comme on l'avait déjà sous-entendu donc, dans de précédentes vidéos, maintenant si on s'appelle The Judgment Club, c'est pour pouvoir vous présenter des critiques d'autres choses que de séries, de films ou de critiques de cinéma. Donc on initie ça avec une sorte de club lecture. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à un moment donné donc, dans un magasin pour se prendre un peu au pif des bouquins qui pouvaient nous plaire. Et puis donc histoire d'ouvrir le bal, faire une critique de ces livres-là. Alors moi j'avais choisi Patti Smith Dévotion. Moi j'ai choisi Une seconde de trop de Linda Green. Et moi, Un amour d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand. Alors du coup j'ouvre le bal. Donc Patti Smith Dévotion, je l'avais choisi. Pourquoi ? Pour déjà la brièveté du livre qui fait à peine 120 pages. Et puis bien sûr la quatrième de couverture qui m'avait intrigué, puisqu'il y est écrit ceci. Justement, pourquoi est-ce que j'écris ? Mon roi trace la question dans le vide, une énigme familière posée depuis la jeunesse. Se retirer du jeu des camarades et de la vallée de l'amour, sainte de mots, un battement extérieur. Donc on voit déjà un style qu'on va retrouver à l'intérieur du livre, vous allez voir la suite. C'est une histoire d'obsession qui anime Patti Smith, de passage à Paris sur les traces d'écrivains qui ont marqué son œuvre, Camus, Weil, Modiano. L'artiste observe et absorbe tout à la manière d'un journal intime, il retranscrit ses impressions dont s'inspire Dévotion. Ce qui m'avait intrigué, donc moi du coup, c'est un peu les cogitations de l'auteur, donc qui se pose la question pourquoi est-ce que j'écris ? Ça me parle pas mal puisque moi-même j'écris pour me divertir. Donc j'étais assez intrigué de voir un peu ce qu'elle allait pouvoir raconter sur ce sujet. Le truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'elle va aussi marcher sur les traces des auteurs qui l'ont inspirée, et elle les cite. Donc on en a trois là, c'est Albert Camus, Simone Weil et Patrick Modiano. Et là ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et ça aurait dû m'interpeller, mais j'ai pas été attentif, c'est qu'elle cite Modiano. Alors Modiano, si vous vous rappelez, c'est le gagnant du prix Goncourt 2014, si je me rappelle bien. Et j'avais eu la curiosité à l'époque justement d'acheter ce livre qui s'appelle Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, et pour voir un peu ce que ça pouvait raconter. Et c'était un des rares livres qui m'était tombé des mains tellement il est barbant. Et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille parce que forcément si ça fait partie des inspirations de Patti Smith, et j'allais trouver un peu les mêmes choses dans son livre et ça n'a pas loupé. Patti Smith, donc du coup elle commence son livre d'une façon un petit peu particulière en fait, c'est presque une sorte de journal intime en fait qu'elle nous délivre là. Tout le premier tiers du livre en fait ça va être ses propres cogitations, sa recherche un petit peu, elle est en quelque sorte en panne d'inspiration. Et pour retrouver un peu l'humeur d'écrire, l'ambiance qu'elle chérissait, elle retourne sur les pas de son enfance à Paris, où elle a apparemment grandi. Et donc tout en allant suivre un peu les traces donc, de ces deux auteurs, Patrick Modiano, Simone Weil qu'elle va beaucoup citer. Et donc elle va nous livrer un peu ses états d'âme, ses réflexions, ses cogitations. Mais là du coup, moi j'ai commencé à avoir un petit problème, c'est que elle part un peu dans tous les sens et justement c'est un peu façon journal intime, on a toutes ces cogitations, des choses parfois intéressantes, des choses parfois un petit peu empoulées et des choses parfois complètement futiles. Je vous en lis un extrait pour vous illustrer. Ça donne à peu près ceci. Des chrysanthèmes, oui, des branches de chrysanthèmes et le misérable train de la vie passant en un mouvement flou. Toutefois, en revenant à ce passage du film que j'avais regardé plus tôt, je ne retrouve pas cette scène, l'avais-je involontairement projetée. J'éloigne mon ordinateur et fixant le plâtre rugueux du plafond, je proclame « Nous pillons, nous embrassons, nous ne savons point. Je me lève pour aller uriner, j'imagine la neige. » Là, j'ai envie de dire « Patti Smith, concentre-toi !»
Parce qu'on a une cogitation un petit peu pompeuse, suivie de futilité assez particulière. On n'a pas forcément envie de savoir, on voit pas trop l'intérêt qu'elle se lève pour aller pisser. Clairement. Donc ça aurait été un personnage de roman, ça peut éventuellement être utile, mais disons que là c'est Patti Smith elle-même qui se met en scène. On voit pas bien l'intérêt. On a à peu près la même chose après tout à l'heure, donc quand elle raconte son petit déjeuner au café de Flore, on a la consistance de ses tartines, etc., etc. Et puis, donc mon enthousiasme était en train de retomber là forcément, vous vous doutez bien. Et puis finalement j'arrive à la deuxième partie du livre, donc qui est la nouvelle en question, Dévotion. Parce que toute la première partie finalement c'est juste en fait la genèse de cette nouvelle dévotion qui donne son titre au livre. Alors ça par contre du coup j'ai trouvé le procédé assez intéressant parce que d'habitude les préfaces comme ça c'est l'éditeur ou un autre auteur qui va faire la préface de l'histoire en question. Et là quelque part la préface c'est elle-même qui l'a fait donc. Ça j'ai trouvé ça intéressant et du coup j'étais assez curieux de savoir ce qu'allait donner la nouvelle dévotion. Et malheureusement j'ai pas été beaucoup plus emballé quand même non plus. Hein. Parce que sans vous en raconter toute la teneur, l'histoire c'est simplement non. C'est une petite fille réfugiée donc de parents biélorusses, si on rappelle bien, qui a le rêve de devenir patineuse artistique et qui est sans le sou et qui va rencontrer donc un monsieur qui est antiquaire. Donc la nana a 16 ans, le monsieur en a 40 balais, donc le monsieur qui est antiquaire et qui va la prendre sous son aile. De façon particulièrement intéressée bien sûr, parce qu'elle du coup elle a la jeunesse et la fraîcheur et lui il a le pognon. Donc c'est pas tout à fait une histoire d'amour. On peut dire éventuellement une histoire sentimentale, mais bon ça reste quand même quelque chose d'un peu sordide sur les bords. Et le problème c'est que Patti Smith elle a un style comme ça, où elle va avoir des formulations assez empoulées je trouve. Et le fait qu'elle cite autant tous ces écrivains, ça m'a donné l'impression beaucoup qu'elle tentait un peu comme si elle voulait s'en accaparer le prestige pour se hisser à leur hauteur. Elle va avoir pas mal de formulations comme ça un peu empoulées, même quand c'est pas forcément nécessaire. Et puis dans un livre aussi court, il y a des répétitions qui se remarquent toutes particulièrement. J'en ai noté 2 par exemple. À un moment donné, donc ça c'est dans la narration, jusqu'à ce qu'elle rencontre Franck, donc l'héroïne, aussi beau qu'elle était belle, celui qui l'avait finalement rendue heureuse, celui qui l'avait emmenée loin. Et à peine 20 pages plus tard, on a cette fois-ci l'héroïne qui répond à une question, et Franck, c'est un type bien, il est bien pour Irina, j'en suis persuadé, aussi beau qu'elle est belle. On a la même formule, donc forcément dans un livre aussi court, ça se remarque. Alors est-ce que c'est une tentative un petit peu aussi de s'inspirer du style indirect libre de Flaubert, ça je ne sais pas. Mais moi ça me paraît être une maladresse, et surtout des maladresses de dosage comme ça, je remarque pas mal. Ça me fait l'effet, et ça m'a rarement fait cet effet-là en fait, pour ainsi dire jamais, d'un livre d'une bonne écolière qui essaie de rendre un bon devoir, mais pas d'un truc d'auteur comme ça affirmé. Et c'est assez bizarre parce que du coup, ça je ne le savais pas, mais Patti Smith, elle en a écrit une douzaine de livres, et celui-ci c'est un de ses derniers, il date de 2018 à peine, elle en a encore écrit d'autres derrière, et elle en avait donc 10 avant celui-là. Et pourtant j'ai pas l'impression qu'elle ait un style particulièrement affirmé, ou alors un style un peu rêveur, qui fait qu'on reste toujours assez loin de ses personnages, et moi clairement son histoire donc, de patineuse artistique, qui se lie de relations pour un antiquaire de 40 balais, elle va pas franchement emballer. C'est pas une histoire sentimentale, hein, vraiment, qui va vous emporter, de toute façon c'est assez court, Voilà. Et là il y a un problème aussi, c'est que là pareil, le côté un peu prétentieux que je remarquais dans le livre, il se retrouve même finalement dans la 4ème de couve, parce que la nouvelle au cœur de ce livre, un conte beau et tragique qui revisite le Faust de Goethe au féminin. Faust de Goethe, j'ai beau ne pas l'avoir lu, je sais de réputation que c'est un monument. Est-ce qu'on peut se hisser à la hauteur de Faust dans un bouquin de cette envergure-là? Je ne le crois pas. Et donc la nouvelle passe, donc elle se finit avec un retournement de situation un peu dramatique, comme c'est souvent le cas dans les nouvelles. Et puis derrière, on retourne sur Patti Smith, qui va donc cette fois-ci marcher sur les traces d'Albert Camus jusqu'à aller donc visiter sa famille et le bureau dans lequel il avait écrit. Voilà, pour s'inspirer d'humeur, etc. Donc elle était en panne d'inspiration, tout ça, un film aussi qu'elle raconte au début, qu'elle a vu, donc l'ont beaucoup inspiré, lui ont permis d'écrire ce livre et cette nouvelle, mais honnêtement, ça n'a pas bien emballé. Il a beau être court, je l'ai lu assez difficilement, franchement, je l'aurais pas lu plus longuement s'il faisait le triple de pages, tellement c'était laborieux. Le sentiment que j'en ai, c'est que ce livre, en fait, elle l'a écrit vraiment pour elle, elle s'écoute un peu parler, elle se lit elle-même, mais je suis pas convaincu que ça ait un intérêt particulier pour un autre lecteur en fait.
Et typiquement, ça c'est le genre de livre, il n'y aurait pas le nom Patti Smith dessus, je suis pas sûr qu'il se serait vendu. Je suis pas sûr qu'en fait qu'il aurait pu sortir de l'auto-édition. Ça c'est le genre de livre qui est paru simplement parce que c'est Patti Smith, parce que on a l'assurance que ça va vendre simplement sur son nom. Ça fait le même effet parfois sur les auteurs qui sont assez productifs. Michel Onfray, j'avais eu un petit peu cet effet là aussi, sur des livres comme ça où ils vont se raconter des trucs mais qui n'ont pas d'intérêt particulier pour le lecteur en fin de compte, que de se plonger un peu dans la psyché de l'auteur. Il faut vraiment être fan pour que ça plaise. Donc ce livre-là, bon moi il m'a pas plu. D'un point de vue plus objectif, effectivement, il plaira peut-être aux fans de Patti Smith. Encore, c'est pas sûr parce que je me demande si le reste de son œuvre est du même acabit. Si c'est le cas, c'est pas bien emballant, quoi. Donc personnellement, je ne le recommanderais pas des masses. Après, à l'intérieur, il y a des choses intéressantes parce que Patti Smith, c'est une artiste complète. J'ai pas fait son introduction d'ailleurs. C'est une rockeuse hyper connue, donc la marraine du punk, c'est son surnom. Et donc elle est aussi photographe à ses heures, donc il y a des belles photographies à l'intérieur pour illustrer le livre et le compléter. Voilà, donc Dévotion de Patti Smith. J'en ai fini. C'était dense. Alors moi du coup, petite parenthèse avant d'attaquer le bouquin, ça fait pas depuis très longtemps que je me suis mis à lire parce que après Avengers Endgame, ce fameux film que j'en étais fou complètement, après cette telle déception, je suis passé à autre chose. J'ai un peu lâché le côté cinématographique pour me mettre un petit peu à la lecture. Alors, j'ai pas dit que j'avais jamais lu un bouquin de ma vie, mais j'ai commencé à aller à la librairie comme ça, passer à côté de certains livres. Et grosso modo, quand je vois une histoire en dessous du livre, de l'autre côté du livre, qui m'intéresse, je le prends le livre, je le lis. Et honnêtement, pour l'instant, j'en ai lu franchement une bonne vingtaine. Et je me suis régalé quoi. Voilà. Et du coup, je voulais parler donc de ce livre-là, Une seconde de trop de Linda Green. C'est un livre qui est très puissant, puisqu'on va retrouver le personnage de Lisa, qui a une fille de 4 ans qui s'appelle Ella. Elle l'amène au parc pour que la petite puisse jouer. Et puis au moment donné où elles vont jouer à cache-cache, Lisa en fait se tourne, prend un appel téléphonique de 3 minutes. Et quand elle finit après de compter pour essayer de trouver sa fille, sa fille grosso modo a disparu. Donc c'est un livre qui est en 3 voix. On va suivre donc le récit de Lisa, de Muriel et de Matthew. Ces 3 personnages-là ont un lien, voilà, au niveau de l'histoire, mais je ne spoilerai pas parce que si je commence à rentrer un peu dans les détails, si vous n'avez pas lu le livre, je vais tout vous gâcher. Et du coup, déjà c'est atroce parce que déjà la perte de l'enfant par rapport à Lisa, par rapport à une mère de famille. Alors je dis pas ce qui se passe ou pas, est-ce que sa fille a été capturée, est-ce qu'elle la retrouve ou pas, est-ce qu'elle meurt, je dis pas, parce que tout se joue vraiment à la dernière ligne du livre. Et ça c'est puissant quoi, parce que souvent on te conclut ça les 50 dernières pages, et ensuite après les 50 pages qui restent, on développe, on fait une petite fin. Sauf que là c'est vraiment à la dernière ligne, vraiment. Et tout le travail de l'écrivaine dans la psychologie de la mère, ce qu'elle va vivre au quotidien, cette femme-là, la perte de son enfant, le regard envers les autres, l'enquête policière, comment ça se passe à la maison, tu dors plus, tu manges plus, dès que tu as la police qui frappe à la porte, c'est pour t'annoncer quoi, tu sais pas si c'est pour une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, et dans un cas comme ça, la plupart du temps, tu as toujours peur qu'on t'annonce la perte de ton enfant, mais c'est vraiment quelque chose de puissant qui se dégage là, tu es vraiment là-dedans. Le personnage de Muriel aussi, alors j'en dis pas plus, mais sa propre psychologie aussi, pourquoi elle fait ce qu'elle fait dans l'histoire de ce livre. Il y a des choses qui se dégagent dans tous les sens, même par rapport au personnage de Matthew. Au début on comprend pas trop, et ensuite après ça vient petit à petit, il y a ce fameux lien qui se met en place. Mais vraiment, il te donne des sueurs froides, il est très prenant, tu n'as qu'une envie, c'est de savoir comment ça va se terminer, tu dévores le livre. Linda Green, c'est une écrivaine que je connais absolument pas, donc je me suis un peu renseigné. Bon, elle fait beaucoup d'histoires de ce style-là. Mais vraiment, alors surtout que moi je suis pas parent, mais si c'est par exemple un père ou une mère qui lit ce livre-là, vraiment ça va faire assez chaud quoi, quand même. Il y a des passages qui sont assez tendus. Alors c'est pas de la violence, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas du sang partout, tout comme ça. Ça va être beaucoup plus dans la psychologie. Mais la façon dont c'est travaillé, qu'est-ce qui se passe quand tu perds ton enfant, comment tu réagis. Il y a cette phrase au début qu'on a au début du livre, pardon. Avant même votre cerveau, c'est votre corps qui se rend compte que vous avez perdu votre enfant, le cordon ombilical invisible qui vous lie
tous les deux seront à l'intérieur de vous, tout ça mollit se relâche. Et ce n'est qu'à cet instant que votre cerveau enregistre ce qui se passe. Et ça, cette atmosphère que je viens de vous donner, cette atmosphère du livre qui est en 400 pages, mais vraiment, tu lâches pas parce que c'est vraiment une grosse histoire qui fait froid dans le dos, bien évidemment, mais sur le travail psychologique des personnages, je trouve ça vraiment somptueux. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement parce que moi, je me suis vraiment régalé du début jusqu'à la fin. Je dis pas comment ça finit, bien évidemment, parce que sinon je spoil tout, c'est pas l'intérêt. Mais vraiment, voilà, j'ai pris une claque en lisant ce livre, plein d'émotions aussi. Voilà, mais franchement, chapeau. Parfait. Bon, parfait. À mon tour. À Monsieur Guillaume. Donc moi je vous présente donc Un amour d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand. J'ai choisi ce livre parce que Arsène Lupin revient un peu dans l'actualité avec la série sur Netflix avec Omar Sy. Et puis c'est tombé dans le domaine public, donc maintenant il y a beaucoup de films, séries, livres qui sortent sur ce sujet. Bon, je le dis de suite, j'ai été extrêmement déçu par le bouquin. Je m'attendais à voir Arsène Lupin, c'est une histoire, c'est le gentleman cambrioleur qui a toujours un coup d'avance sur la police et bon, sans rentrer vraiment dans l'histoire, dans ce livre, c'est lui qui a le rôle du policier. Donc bon, ça inverse un peu les rôles. Exactement. Et donc le début du livre est vraiment dans la continuité de ce que Maurice Leblanc faisait, les histoires de Maurice Leblanc. Et il va y avoir un drame qui va se passer. Et donc bon, sans rentrer, hein, c'est marqué sur la 4e page, l'une de ses complices va se faire assassiner. Et donc il va rentrer dans le rôle du policier pour retrouver la personne qui a fait ça. C'est Arsène Lupin, c'est pas ça. Pour moi, de ce que je connais d'Arsène Lupin, c'est pas du tout ça. C'est lui qui fait les coups, qui voilà. Et là, bon, donc vraiment assez déçu à ce niveau-là. Et puis après, même au cours de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui à la fin ne sont pas terminées. J'ai l'impression que l'auteur a eu des idées au fur et à mesure qu'il a écrit et l'histoire n'est pas terminée. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé sur ta fin. En fait. C'est ça, je reste sur ma fin. Il y a beaucoup de choses qui sont pas donc assez déçu de ce bouquin. Maintenant, c'est mon avis. Si vous voulez essayer de le lire, moi. Il n'y a pas de souci, hein, chacun. Toi, t'as lu des Maurice Leblanc du coup? Je n'ai pas lu de Maurice Leblanc. D'accord. Non. Mais j'ai vu beaucoup d'épisodes de la série. Ok. Voilà. Pour voir si au niveau littéraire, au moins, c'est à peu près d'un niveau équivalent ou si. Maurice Leblanc, j'ai pas lu, donc ça, je saurais pas te dire. Maintenant, je pense que Maurice Leblanc, dans ses histoires, puisque la série a été faite par rapport à ces bouquins. C'est quand même bien tourné et à la fin de l'histoire, tu comprends tout ce qui s'est passé. Quoi. Oui, bien sûr. Que là, tu as des choses, je me pose des questions qui, au final, j'ai relu des. Est-ce que ce livre en fait se conclut malgré tout ou est-ce qu'il appelle une suite? Alors, il se conclut. Ok. C'est ça qui est dommage. Oui, il y aurait une suite. Tu vas rester sur tes plans, etc. C'est ça, exactement. Voilà. Alright. Après, bien évidemment, c'est notre point de vue personnel sur le livre. Peut-être que si vous lisez les livres qu'on a lus là, si vous ne les avez pas lus, peut-être que si moi j'ai aimé, peut-être que vous n'avez pas aimé. Enfin voilà, c'est chacun son point de vue en tout cas. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire ces bouquins-là. Pour nous, c'était une petite première parce que du coup, ça nous change d'exercice. C'est aussi un exercice d'argumentation. Moi, je trouve ça assez amusant à faire. Et du coup, on en fera peut-être d'autres si cela vous plaît. Donc peut-être moins en allant les chercher un peu au pif à Cultura parce que donc dans le cas de moi et de Guillaume ça n'a pas forcément été un franc succès. Voilà. Mais encore que malgré tout ça fait partie du jeu, c'est intéressant malgré tout. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous avez lu ces livres d'ailleurs, ce serait assez amusant d'avoir votre ressenti à ce sujet. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour d'autres critiques de cinéma bien évidemment et encore d'autres vidéos. The Judgment Club continue son aventure. Ciao tout le monde. Ciao.